Tu lances la sonde vers la planète la plus proche du Soleil. Sur l'écran, tout est parfait. Trajectoire propre, instruments calibrés, antennes verrouillées, puis, sans prévenir, la télémétrie se met à bégayer, la température grimpe comme une fièvre folle, les capteurs optiques s'aveuglent, et là, le signal te raconte un détail obscène. La peau du vaisseau, cette fine couche d'isolant censée le protéger, commence littéralement à cuire. Pas fondre joliment, non. Cuire, cloquer, sentir presque la résine brûler, comme si l'espace avait une odeur. À cet instant, tu comprends 3 choses d'un coup. Tu es bien au bon endroit. Le titre ne ment pas. Tu viens d'ouvrir la porte d'un mystère qui refuse de rester tranquille, et ce mystère a quelque chose de répugnant, parce qu'il n'écrase pas seulement des roches, il maltraite la matière, les instruments et l'ego humain avec une indifférence presque viscérale. Mercure n'est pas une petite planète tranquille au bord du Soleil. Mercure est une chambre d'interrogatoire cosmique, une pièce trop chaude, trop brillante, trop silencieuse. Et chaque fois que les scientifiques pensent avoir obtenu une confession, Mercure sourit, puis change les questions. Imagine-la. Un monde minuscule, sec, cabossé, accroché au soleil comme un insecte au-dessus d'une flamme. Vu de loin, on pourrait croire à un caillou banal. Mais approche, et tu entres dans une contradiction permanente. Mercure est proche du soleil, donc on s'attend à une planète molle, bouillonnante, facilement sculptée par la chaleur. Au contraire, c'est une forteresse dense, compacte, lourde comme si quelqu'un avait comprimé un monde entier dans une boîte trop petite. Mercure est petite, et pourtant elle possède un noyau gigantesque, disproportionné, un cœur de métal qui semble occuper une place, indécente, comme si la planète avait été dépouillée de sa chair et n'avait gardé que ses os. C'est là que commence la première énigme. Et elle mord. Pour comprendre à quel point Mercure est anormal, il faut sentir le vertige de la proximité solaire. Le Soleil, ce n'est pas juste une grosse lampe. C'est une usine de violence lumineuse. Une forge qui crache des particules, du rayonnement, des tempêtes invisibles. Plus tu t'approches, plus l'espace cesse d'être vide. Il devient un courant, une mer électrique. Un vent qui ne souffle pas sur ta peau mais sur tes atomes. Mercure vit là-dedans en permanence. Elle n'est pas seulement éclairée, elle est bombardée. Et pourtant, malgré cette agression continue, Mercure a un champ magnétique. Pas aussi puissant que celui de la Terre, non? Mais assez réel pour surprendre. Assez solide pour exister là où beaucoup auraient parié sur le néant. Un champ magnétique implique une dynamique interne, une activité du noyau, une forme de mouvement et de génération. Or Mercure est petite. Petite, donc théoriquement refroidie depuis longtemps. Petite, donc censée être morte. Et cependant, elle chuchote encore du magnétisme, comme un cœur qui ne veut pas s'arrêter malgré l'évidence. Tu vois la scène? Les scientifiques arrivent avec leurs attentes, leurs modèles, leurs équations. Et Mercure répond par un geste simple, presque insultant. Non. Pas un refus spectaculaire, un refus froid, logique, implacable. Comme si l'univers disait « Vous pouvez être brillant, mais vous n'êtes pas propriétaire des règles. » Alors on observe, on mesure, on cartographie, on revient encore et encore, mais Mercure a une manière particulière de cacher ses secrets. Elle ne se contente pas de dissimuler, elle se contredit à haute voix. On la voit tourner autour du Soleil avec une élégance mathématique, mais son mouvement a autrefois mis les humains au défi. Le détail est délicieux et cruel. Mercure a été l'un des endroits où la mécanique classique, si sûre d'elle, s'est mise à trembler. Comme si cette planète, si petite, avait eu l'audace de faire trébucher une civilisation entière dans sa compréhension du ciel. Déjà, elle portait en elle une réputation de trouble-fête, de planète qui ne marche pas comme prévu. Mais ce n'est pas son orbite qui te saute au visage quand tu t'en approches, c'est sa surface. Elle est criblée, frappée, martelée par des impacts, comme si le temps l'avait utilisée comme un tambour. Des cratères partout, des bassins d'impact gigantesques, des cicatrices anciennes. On pourrait s'arrêter là, dire « Voilà, c'est une vieille roche, un monde fossilisé. » Sauf que Mercure n'est pas seulement vieille, elle est contractée. Oui, contractée. Comme un fruit qui sèche, comme une peau qui se plisse quand la chair en dessous se retire. En refroidissant, une planète se rétracte. La croûte doit alors s'adapter, se casser, se chevaucher.
Et Mercure montre des falaises, des escarpements, des structures qui ressemblent à des rides planétaires, comme si toute la planète avait rétréci sur elle-même, en silence, en serrant les dents. Une planète qui se recroqueville, ce n'est pas une belle image, c'est organique, presque gênant. Comme si tu regardais le vieillissement accéléré d'un corps céleste, et au cœur de cette contraction, une question empoisonnée. Pourquoi Mercure s'est-elle retrouvée avec une proportion de métal aussi énorme? Pourquoi ce noyau surdimensionné? Pourquoi cette densité qui ne colle pas avec une planète si proche du Soleil, censée avoir été sculptée par la chaleur, par l'évaporation, par la violence solaire? Il y a plusieurs scénarios, et aucun n'est confortable. Premier scénario. Mercure aurait subi un impact titanesque dans sa jeunesse. Un choc si monstrueux qu'il aurait arraché une partie de son manteau rocheux, laissant un corps épluché, riche en métal. Imagine une planète frappée comme un gong, pas une égratignure. Un coup qui enlève de la matière, qui vaporise, qui disperse, qui transforme un jeune monde en débris incandescents. Si c'est vrai, Mercure est un survivant mutilé. Elle est ce qui reste après l'amputation. Deuxième scénario, près du Soleil, la nébuleuse primitive, ce disque de poussière et de gaz, aurait été si chaude que seuls les matériaux les plus réfractaires, les plus résistants, auraient pu se condenser. Résultat, une planète naturellement pauvre en éléments légers, naturellement riche en métal, Mercure ne serait pas amputée. Elle serait née dure, née compacte, née comme un lingot. Troisième scénario, plus subtil et plus dérangeant. Le Soleil, dans sa jeunesse, aurait eu des phases de violence qui auraient soufflé, littéralement soufflé la matière plus légère hors des régions internes, comme un sèche-cheveux cosmique sur un nuage de poussière. Là encore, Mercure aurait grandi dans un environnement où la roche avait moins de chances de s'assembler que le métal. Tu remarques le motif? Dans chaque histoire, Mercure est une conséquence d'une brutalité, un choc, une fournaise, un vent solaire. Quelle que soit la version, elle n'a pas eu une enfance paisible. Et ça, c'est seulement l'ossature du mystère. Parce que Mercure ne te laisse pas résoudre un problème à la fois, elle empile, elle superpose, elle t'oblige à jouer à un jeu où les règles changent au moment où tu penses gagner. Regarde les pôles de Mercure. On pourrait croire qu'ils sont simplement brûlants comme le reste. Pourtant, dans certaines zones proches des pôles, il existe des régions qui ne voient jamais le soleil. Des cratères dont le fond reste éternellement à l'ombre. Des puits de nuit permanentes. Et dans ces ombres, là où la lumière solaire n'entre jamais, la température peut chuter suffisamment bas pour que de la glace d'eau puisse survivre. De la glace. Sur la planète la plus proche du Soleil. C'est un paradoxe si délicieux qu'il ressemble à une blague de l'univers. Et ce paradoxe a un goût particulier. Il te donne cette satisfaction immédiate. Je savais que Mercure était bizarre. Puis il te tire vers une question plus profonde. Comment est-ce possible? Et enfin, il te laisse avec une image un peu dégoûtante, presque corporelle. Une planète qui brûle sur une face et qui conserve. Dans des recoins, des réserves froides, comme des poches cachées sous une peau brûlée, Mercure n'est pas homogène. Elle est schizophrène thermiquement. Une moitié grillée, des ombres gelées, une planète qui porte à la fois la brûlure et la conservation, comme un secret humide sous une croûte sèche, puis vient l'atmosphère. Ou plutôt, ce qui se fait passer pour une atmosphère. Mercure n'a pas d'atmosphère au sens confortable. Pas d'air à respirer, pas de ciel épais, pas de protection douce. Elle a une exosphère. Une présence fantomatique d'atomes arrachés à la surface, projetés par les impacts de micrométéorites ou par les particules solaires, puis retombant ou s'échappant. Un voile si mince qu'on pourrait l'appeler une rumeur. Et pourtant, cette rumeur raconte une histoire. La surface de Mercure n'est pas stable. Elle est constamment rasée par l'environnement spatial. C'est une planète qui se fait grignoter. Ce détail est important, parce qu'il change la façon dont on imagine une surface planétaire. Sur Terre, les roches sont tranquilles, sur des échelles humaines. Sur Mercure, la surface est un champ de bataille chimique et physique. Le Soleil arrache, le vide arrache, les impacts arrachent. Les atomes montent, redescendent, migrent, se déposent ailleurs. Comme une peau qui pèle, mais à l'échelle d'un monde, et plus tu t'enfonces dans ces images, plus une sensation s'installe. Mercure est répugnante non parce qu'elle est sale, mais
Parce qu'elle révèle la violence nue des processus, elle ne porte pas de décor. Pas de nuages pour rendre ça poétique. Pas d'océan pour adoucir. Juste la mécanique brute. Alors les scientifiques ont fait ce qu'ils font toujours face à un mystère qui résiste. Ils ont envoyé des messagers, des machines, des sondes. Et là encore, Mercure s'est comporté comme une énigme jalouse. Approcher Mercure, ce n'est pas aller quelque part. C'est entrer dans une zone où l'équilibre est difficile, trop près du Soleil. Tu surchauffes, tu te fais aveugler, tu prends des doses de rayonnement. Trop loin, tu rates la cible. Et surtout, Mercure est petite, donc sa gravité est moins accueillante pour capturer une sonde. Beaucoup de missions ont préféré Vénus, Mars, Jupiter. Mercure, elle, attendait, presque seule, avec son silence brillant. Quand enfin on a commencé à obtenir des cartes détaillées, le puzzle a explosé en 1000 morceaux au lieu de se résoudre. On a découvert des terrains lisses, comme si des coulées avaient rempli des bassins. Du volcanisme. Mais pas le volcanisme romantique de la lave rouge sous un ciel noir. Un volcanisme ancien, peut-être violent, peut-être intermittent, qui a laissé des plaines. Et là, une autre question s'ajoute. Comment une petite planète, supposée refroidir vite, a-t-elle pu garder assez de chaleur pour produire autant d'activités volcaniques? Et si ce volcanisme est réel, est-il entièrement ancien, ou Mercure a-t-elle été active plus longtemps qu'on ne le pensait? Puis on tombe sur des structures étranges, des dépressions irrégulières, des zones qui semblent avoir été mangées, comme si la surface avait été creusée non par des impacts, mais par une perte de matière. Comme si quelque chose s'était évaporé ou s'était échappé. Là, l'image devient franchement dérangeante. Un monde qui se creuse de l'intérieur, pas par effondrement spectaculaire, mais par disparition. Un visage de pierre qui perd de la matière et laisse des cavités, comme des caries planétaires. C'est ici que le récit se met à accélérer, parce que Mercure ne te propose pas une énigme isolée. Elle propose un réseau d'énigmes qui se nourrissent. Le noyau géant pose la question de la naissance. Le champ magnétique pose la question de l'activité interne. La contraction pose la question du refroidissement. Les plaines volcaniques posent la question de la chaleur. Les ombres glacées posent la question de l'eau. L'exosphère pose la question de l'érosion. Et les dépressions mangées posent une question presque intime. De quoi Mercure est-elle faite, vraiment, si même sa surface semble capable de perdre des composants volatiles malgré la proximité du Soleil? Tu sens le piège? Chaque réponse possible menace d'en contredire une autre. Si Mercure est né dans une zone trop chaude pour garder des volatiles, pourquoi trouve-t-on des indices d'éléments qui, dans certains modèles, devraient être rarissimes près du Soleil? Si elle a perdu son manteau rocheux dans un impact géant, comment expliquer certaines signatures chimiques qui ne collent pas avec une simple planète épluchée? Si elle est petite et refroidie, comment maintenir un noyau partiellement liquide ou des mouvements internes capables de générer du magnétisme? Mercure t'oblige à accepter une idée inconfortable. La formation des planètes n'est pas un processus propre. Ce n'est pas une chaîne de montage, c'est une bagarre. Et dans cette bagarre, Mercure a peut-être gagné le droit d'être la plus étrange, parce qu'elle a survécu au plus près du feu. Mais attends, il y a un détail qui, pour moi, est le premier vrai twist de cette histoire. Celui qui change l'ambiance. Quand on pense à une planète proche du Soleil, on imagine une chaleur uniforme, un enfer permanent. Or sur Mercure, la journée et la nuit ne se comportent pas comme sur Terre. Les cycles sont extrêmes. Là-bas, le jour n'est pas seulement une période de lumière, c'est une période de cuisson lente, prolongée, où la surface est exposée longtemps, sans atmosphère pour distribuer la chaleur, et la nuit n'est pas seulement l'absence de lumière, c'est une chute brutale vers le froid, un gel qui saisit la roche. Imagine une pierre qu'on passe du four au congélateur, encore et encore, pendant des millions d'années. La roche se fissure, se fatigue, s'effrite. Mercure est littéralement soumise à un stress thermique comme une torture répétée. Et là, une question se glisse, presque comme une voix basse. Si la surface souffre autant, si elle est bombardée, fissurée, rasée, comment peut-on lire l'histoire ancienne de la planète avec confiance? Comment distinguer ce qui est primordial de ce qui est retouché par le Soleil, par le temps, par l'érosion spatiale? Autrement dit, Mercure ne cache pas seulement ses origines, elle efface ses traces. Et c'est ici que je veux que tu sentes la tension du récit monter, parce que cette planète est un endroit où les indices sont fragiles. On collecte des données,
mais on les collecte sur une scène où le décor se décompose sous les projecteurs. On cherche la vérité sur une surface qui se fait lentement gratter atome par atome. Voilà pourquoi Mercure reste une énigme. Pas parce qu'on manque de questions, mais parce que chaque question a des dents. Et ces dents mordent les hypothèses. On pourrait se dire, très bien, on va juste y retourner, envoyer mieux, mesurer plus. Et c'est exactement ce qui se prépare dans cette histoire. La montée vers le moment où l'humanité décide de braquer sur Mercure, non pas un regard timide, mais une surveillance méthodique. Sauf que, avant d'obtenir des réponses, il faut survivre à l'approche, il faut survivre à la lumière, il faut survivre au feu. Et pendant que les ingénieurs imaginent des boucliers thermiques, pendant que les scientifiques rêvent de spectres et de cartes, Mercure continue de tourner, impassible, comme une pièce de monnaie brûlante qu'on n'arrive pas à saisir sans se brûler la main. La seconde fois qu'on tente vraiment de parler à Mercure, on comprend que le problème n'est pas seulement la chaleur. Le problème, c'est la lumière. La lumière du Soleil, près de Mercure, n'éclaire pas. Elle agresse. Elle s'infiltre dans les optiques, elle ricoche sur le moindre boulon. Elle transforme la moindre erreur de pointage en incendie miniature. Et pendant que tu essayes d'écouter la planète, le Soleil hurle dans tes oreilles avec du bruit électromagnétique. Les ingénieurs appellent ça des interférences, des contraintes thermiques, des marges. En vrai, c'est un duel. Un duel où ton adversaire principal n'est même pas la planète. C'est l'étoile à côté. Alors, pour approcher Mercure, on ne fait pas une route directe. On triche, on ruse. On vole de la vitesse à des planètes voisines. On se laisse dévier par leur gravité comme un pickpocket qui glisse dans une foule. Vénus, parfois la Terre, deviennent des complices involontaires. On effectue des survols, des boucles, des corrections, des années de manœuvres pour gagner le droit de frôler ce caillou brûlant. Et quand enfin on obtient une présence durable, une sonde qui ne se contente pas de passer en coup de vent, mais qui reste, qui tourne, qui cartographie, Mercure ne se dévoile pas. Elle se multiplie. Parce que Mercure n'a pas une seule personnalité. Elle en a plusieurs, empilées les unes sur les autres, comme des masques. Et chaque masque contredit celui d'avant. Premier masque, la danse du temps. Sur Terre, on grandit avec une idée simple. Un jour, une rotation. Sur Mercure, c'est un piège mental. La planète est prise dans une résonance étrange. Elle tourne sur elle-même d'une façon synchronisée avec son orbite autour du Soleil, de sorte que le Soleil revient au même endroit dans le ciel mercurien selon un rythme qui défie l'intuition. Résultat, sur Mercure, le jour solaire est terriblement long, et le Soleil peut sembler ralentir, s'arrêter, presque repartir en 1700 arrière dans le ciel à certains moments, selon la position sur l'orbite. Imagine un Soleil qui hésite, un Soleil qui fait semblant de reculer. Ce n'est pas un effet poétique, c'est la mécanique céleste en train de te faire un croche-pied. Et ce détail n'est pas juste un fun fact, il change tout. La manière dont la chaleur s'accumule, la manière dont les roches se dilatent, se contractent, se fracturent. Mercure n'est pas grillée uniformément, elle est cuite par longues sessions, comme une cuisson lente, puis congelée, longtemps. Ça favorise des processus de fatigue, de fragmentation et des migrations d'atomes à la surface que tu n'observes pas de la même façon ailleurs. La planète devient un laboratoire de matériaux soumis à des cycles extrêmes. Deuxième masque, la chimie qui ne devrait pas exister. Dans l'imaginaire collectif, la région proche du Soleil est un four qui nettoie les éléments volatiles. On s'attend à une planète pauvre en composants qui s'évaporent facilement. Et pourtant, quand on mesure la composition de la surface, Mercure se met à raconter autre chose. Des signatures chimiques qui suggèrent qu'elle n'a pas été autant déshydratée ou purifiée qu'on l'aurait cru. Et là, le récit prend un virage presque insolent. Mercure, la planète la plus proche du Soleil, se comporte comme si elle avait réussi à garder, d'une manière ou d'une autre, une partie de ce qu'on pensait impossible à conserver si près du feu. Ce twist est violent pour les modèles, parce que ça veut dire que soit nos scénarios de formation sont incomplets, soit notre compréhension de la manière dont la matière se condense, s'assemble et survit près d'une étoile est trop simpliste. Mercure devient un message codé venu de l'enfance du système solaire, mais écrit dans une langue qu'on ne maîtrise pas. Troisième masque. Les volcans qui ont une mauvaise manière d'être silencieux. Au début, on voit des plaines et on dit « volcanisme ancien ». Très bien. Puis on découvre des indices plus spécifiques.
des dépôts qui ressemblent à des traces d'éruptions explosives, pas seulement des laves lentes et épaisses. Explosives, sur une planète sans atmosphère épaisse, ça te paraît paradoxal? Ça l'est? Pour obtenir une éruption explosive, il faut généralement des gaz, des volatiles, une pression qui se libère. Or Mercure est censée être sèche, et surtout, elle est petite. Et pourtant, certaines régions portent des signatures qui font penser à des évents, des dépôts pyroclastiques, comme si le sol avait craché des cendres et des fragments, puis s'était tu. La conséquence est glaçante. Si Mercure a pu faire ça, alors elle a porté en elle des gaz, des volatiles, des pressions internes. Elle n'était pas un simple noyau métallique entouré d'une croûte morte. Elle a eu des poumons. Elle a respiré, puis elle a cessé. Et au milieu de tout ça, tu as les hollows, ces zones étranges, irrégulières, souvent brillantes, comme si la surface avait été grattée de l'intérieur. Pas des cratères d'impact, pas des fissures classiques, plutôt des cavités peu profondes, aux bords vifs, qui semblent jeunes, géologiquement, et qui, surtout, suggèrent une perte de matière, volatile directement depuis la surface. Pas un volcan au sens traditionnel, pas un impact. Un processus de disparition. Comme si certaines roches, exposées au vide et au bombardement solaire, perdaient un composant qui s'échappait, laissant la texture s'effondrer. C'est dérangeant parce que ça donne à Mercure une qualité presque charnelle, un monde qui sue ses éléments, un monde qui laisse échapper quelque chose, lentement, sans cri, sans explosion, juste un effacement. Ce n'est pas une planète qui se contente d'être là. C'est une planète qui se défait par endroits, comme une peau qui se désagrège. 4e masque. Un champ magnétique qui se comporte comme un animal blessé. Tu pourrais croire qu'un champ magnétique est une simple bulle, mais près du Soleil, cette bulle se fait écraser, étirer, secouer. Le vent solaire est si puissant qu'il comprime la magnétosphère de Mercure de manière dramatique. Par moments, la frontière magnétique peut descendre si près de la surface que l'espace touche presque la planète. Ça signifie que des particules énergétiques peuvent frapper la surface plus directement, arracher des atomes, alimenter l'exosphère et déclencher des phénomènes lumineux subtils, invisibles à l'œil nu mais bien réels pour les instruments. Et voilà la boucle. Le champ magnétique, au lieu d'être un simple bouclier, devient un acteur du mystère. Il protège un peu, il canalise, il accélère, il participe à l'érosion. Mercure n'est pas juste bombardée, elle interagit, elle répond. Elle renvoie. À ce stade, la narration pourrait se perdre dans les données, mais l'histoire, la vraie, est ailleurs. Dans la sensation que Mercure te force à changer de posture, tu ne peux pas l'étudier comme Mars. Tu ne peux pas l'étudier comme la Lune. Mercure t'oblige à faire de la science dans un environnement hostile, où les effets se superposent. Et c'est là qu'arrive un moment délicieux, quand l'humanité commence à croire qu'elle comprend enfin la logique. Mercure introduit un détail qui retourne tout. Une nouvelle fois. Le détail, c'est le fer. Le noyau. On savait déjà qu'il était énorme. Mais au fil des mesures, une question devient plus précise, plus inquiétante. Ce noyau est-il totalement solide? Partiellement liquide? Et si une partie est liquide, comment est-ce possible pour une planète aussi petite, censée s'être refroidie plus vite? Et si une partie est solide, comment un champ magnétique persiste-t-il? On se retrouve avec des scénarios où la chimie interne, la présence d'éléments plus légers, mélangés au fer, qui abaissent le point, de fusion, pourrait maintenir une couche liquide plus longtemps. Mercure devient alors une énigme de métallurgie cosmique. Pas juste un noyau, mais un alliage, une structure stratifiée, une architecture interne dont on ne peut pas simplement deviner la recette. Et quand tu commences à envisager Mercure comme une planète alliage, tout change. Sa contraction, son magnétisme, sa densité, son histoire de chaleur interne. Tout devient un jeu d'équilibre entre composition et refroidissement. Sauf qu'on n'a pas le manuel, on n'a pas le droit d'aller forer, on doit déduire la structure interne à partir de mouvements, de champs, de minuscules variations gravitationnelles, de signatures spectrales. La science devient de l'enquête criminelle sans scène intacte. Mais Mercure ne se contente pas d'être un casse-tête interne. Elle est aussi un casse-tête externe. Tu te souviens des ombres polaires où la glace peut survivre. Là, une autre torsion narrative apparaît. Si de la glace est bien présente, d'où vient-elle? Des comètes? Des astéroïdes riches en eau? Une accumulation progressive sur des milliards d'années?
Chaque hypothèse raconte une histoire différente du système interne. Une histoire de livraison d'eau, de bombardement tardif, de migration de matériaux. Et ce qui rend ça presque cruel, c'est que cette glace n'est pas un lac. Ce sont des réserves cachées, confinées, piégées dans des cavités qui ne voient jamais le jour. C'est de l'eau enfermée, comme un secret congelé. Et autour, la surface, elle, continue de cuire. Tu comprends l'image? Une planète qui garde de l'eau non pas parce qu'elle est douce, mais parce qu'elle a des cicatrices assez profondes pour faire des caches. L'eau sur Mercure n'est pas un signe de confort. C'est un signe de violence géométrique. Des cratères, des ombres permanentes, des pièges thermiques. Puis, encore une fois, on croit tenir un fil, et Mercure le casse avec un autre fil. Parce que la surface n'est pas uniformément sombre, certaines zones sont étonnamment réfléchissantes, d'autres sont plus sombres. Ces contrastes ne sont pas seulement esthétiques, ils sont chimiques, minéralogiques. Ils suggèrent des variations de composition, des histoires différentes, des matériaux différents. Et quand tu essayes de relier ces différences à une histoire simple, ici c'est plus ancien, ici c'est plus récent. Tu te rends compte que Mercure mélange les cartes. Les impacts ont brassé. Le volcanisme a recouvert. L'érosion spatiale a modifié l'aspect. La surface est un palimpseste. Un texte réécrit par-dessus d'autres textes, au point que tu lis 3 phrases en même temps. C'est là que l'acte central de notre histoire se met à ressembler à une course-poursuite. D'un côté, les scientifiques qui construisent des modèles. Ils veulent une narration stable. Mercure s'est formé ainsi, a évolué ainsi, a perdu ceci, a gardé cela. De l'autre, Mercure, qui présente des indices incompatibles si tu refuses de complexifier le récit, alors le récit se complexifie. On commence à accepter que Mercure a peut-être vécu plusieurs phases. Une naissance dans une région chaude, des chocs majeurs, des périodes de volcanisme prolongées ou réactivées, un refroidissement qui n'est pas uniforme, une chimie interne qui entretient la liquidité plus longtemps, une interaction continue avec le Soleil qui arrache et redistribue des éléments en surface. Et là, arrive une idée vertigineuse. Le deuxième vrai twist, celui qui donne presque le tournis. Et si Mercure n'était pas seulement une planète étrange? Et si elle était un fossile d'un type de monde qu'on voit ailleurs dans la galaxie? Parce que quand on regarde les exoplanètes, on découvre des mondes très proches de leurs étoiles. Des planètes ultra rapprochées, chauffées, irradiées, parfois denses, parfois dépouillées. Mercure, à l'échelle de notre système solaire, pourrait être un exemple domestique d'un phénomène fréquent à l'échelle cosmique. Des mondes qui survivent au bord du feu, et dont l'évolution est sculptée par l'étoile autant que par leur naissance. Dans ce cadre, Mercure devient un manuel, mais un manuel brûlé, taché, incomplet. Et c'est pour ça qu'elle reste une énigme. Parce que la réponse à « qu'est-ce qui s'est passé sur Mercure ?» pourrait être aussi la réponse à « qu'est-ce qui arrive aux planètes près des étoiles ?» Mais pour transformer cette intuition en preuve, il faut encore une chose, des mesures plus fines, plus longues, plus précises. Et là, la tension remonte. Car chaque mission vers Mercure est un pari technologique. Un pari où l'échec n'est pas seulement possible. Il est probable si tu te trompes dans un détail. Le blindage thermique doit tenir, les radiateurs doivent dissiper, les panneaux solaires ne doivent pas devenir des plaques de cuisson. Les instruments doivent observer sans être aveuglés. Les trajectoires doivent être parfaites. Et pendant ce temps, le Soleil continue de frapper. Mercure ne repousse pas les humains avec des montagnes ou des tempêtes visibles. Elle repousse avec une physique qui ne pardonne pas. C'est une planète où la moindre faiblesse d'ingénierie devient une confession de fragilité. Et dans cette violence propre, stérile, blanche, il y a quelque chose d'assez humiliant pour être fascinant. La preuve que la science n'est pas seulement une affaire d'idées, mais aussi une affaire de survie matérielle. Parce qu'au bout du compte, tu n'as pas le droit de croire Mercure. Tu dois la mesurer. Et pour la mesurer, tu dois rester assez longtemps près d'elle. Et pour rester, tu dois survivre au feu. Tu veux le moment où l'histoire change de texture, où on ne parle plus seulement d'énigmes, mais d'un vrai bras de fer entre ce que on croit savoir et ce que Mercure impose. Ce moment-là, c'est quand on essaie de reconstituer la vie entière de la planète comme on reconstitue une scène de crime, et qu'on réalise que l'assassin a eu 4 milliards d'années pour effacer ses traces. Parce que Mercure ne ment pas, elle fait pire. Elle dit plusieurs vérités en même temps. On commence par la question la plus simple en apparence,
Et la plus dangereuse. À quel point Mercure est-elle vieille? En surface. Pas vieille au sens formée il y a longtemps. Toutes les planètes l'ont été. Vieille au sens combien de fois son visage a été renouvelé, recouvert, cassé, recassé. Sur la Lune, tu comptes des cratères. Tu dates approximativement. Sur Mars, tu croises avec des coulées, des dépôts, des érosions. Sur Mercure, tu comptes aussi. Mais chaque cratère est une phrase écrite sur une autre phrase, avec de l'encre qui s'évapore. Les impacts anciens sont partout, oui. Mais ensuite, tu vois des zones qui ont l'air plus lisses, comme si elles avaient été recouvertes. Par quoi? Par de la lave, très probablement. Donc la planète a eu une phase où elle a réparé sa peau, a comblé des blessures, et là, première torsion de l'acte. Mercure a été active plus longtemps qu'on aurait voulu le croire. Pourquoi voulu? Parce qu'une petite planète qui reste active longtemps, ça force à revoir la façon dont elle a gardé sa chaleur. Et si elle a gardé sa chaleur, ça ramène au noyau. Et si ça ramène au noyau, ça ramène à la composition. Et si ça ramène à la composition, ça ramène à l'origine. On est dans une spirale où tout mène au cœur, littéralement. Alors on se dit, d'accord, peut-être que Mercure a eu un noyau riche en éléments capables de modifier son comportement thermique. Peut-être que la couche extérieure a été isolante. Peut-être que l'histoire de refroidissement est plus lente. Peut-être. Sauf que Mercure n'attend pas que tu finisses tes peut-être. Elle t'interrompt avec un détail brutal. La planète s'est rétrécie, et pas un peu. On parle d'une contraction globale, une diminution du rayon planétaire au fil du temps, suffisamment significative pour laisser à la surface ses escarpements, ses falaises géantes, des ruptures de terrain où la croûte s'est chevauchée, comprimée, comme si la peau était trop grande pour le corps en dessous. Ça devrait être cohérent. Refroidissement, contraction. Mais voilà l'horreur narrative. Le refroidissement qui contracte devrait aussi tuer l'activité, réduire la mobilité interne, calmer le volcanisme, calmer le dynamo magnétique. Et pourtant, on a des indices de volcanisme étendu, et un champ magnétique qui persiste, donc la contraction te dit « je refroidis », tandis que le magnétisme te souffle « je bouge encore ». Mercure est un homme qui dit « je suis mort » en clignant des yeux. Et c'est ici que se glisse le twist le plus insidieux. Le noyau lui-même pourrait être la source du paradoxe. Imagine un noyau immense, si dominant qu'il dicte la vie du monde entier. Si le noyau contient des éléments qui abaissent son point de fusion, il peut rester partiellement liquide plus longtemps. Un noyau liquide peut convecter, générer un champ magnétique. Pendant ce temps, la croûte extérieure, elle, se refroidit, se contracte, se fracture. Résultat, la planète peut te montrer des rides de vieillesse à la surface, tout en gardant un cœur encore vivant. C'est une planète à deux âges. La peau vieille, le cœur moins vieux. Mais là encore, Mercure ne te laisse pas savourer cette solution, parce qu'elle te jette ensuite une question qui sent le métal brûlé. Si le noyau est si grand, pourquoi la planète ne ressemble-t-elle pas à un simple bout de noyau dépouillé? Pourquoi retrouve-t-on des signatures de matériaux qui devraient être difficiles à conserver si la planète avait subi un impact géant qui l'aurait épluchée? Et si elle n'a pas été épluchée, alors comment expliquer sa densité? C'est le moment où l'enquête se transforme en duel de scénarios, et chaque scénario a son propre poison. Scénario A, l'impact géant. Spectaculaire, simple à imaginer, presque cinématographique. Un choc qui arrache le manteau, mais il doit expliquer pourquoi certains éléments ne semblent pas avoir été balayés comme on l'attendrait. Scénario B. Formation dans un environnement chimiquement particulier près du Soleil, où la matière disponible est déjà enrichie en métal. Mais il doit expliquer comment certains composants fragiles ont survécu malgré la fournaise. Scénario C. Une combinaison. Mercure naît déjà dense, puis subit des pertes, puis est remodelé. C'est le scénario sale, le scénario réaliste. Un mélange d'origines et d'accidents. Sauf que la science déteste les scénarios trop, tout à la fois, parce qu'ils sont plus difficiles à tester. Mercure t'oblige à avaler l'idée la plus frustrante. La vérité pourrait être hybride. Et c'est là que l'histoire accélère. Parce que pour tester ces scénarios, il faut un autre type de preuve. Pas seulement des images. Pas seulement des cartes, mais une compréhension de comment Mercure échange de la matière avec l'espace. Oui, échange, pas subi, échange. Reviens à cette exosphère fantôme. Là-bas, des atomes sont arrachés de la surface par le bombardement de particules et par les impacts de micrométéorites. Ces atomes peuvent être ionisés, accélérés,
puis retombent ailleurs, ou s'échappent. Imagine une planète qui perd sa surface grain par grain, atome par atome. Une planète qui se fait dépouiller au ralenti. Ce processus est fondamental parce qu'il peut modifier l'apparence et la chimie des terrains au fil du temps. Des régions peuvent devenir plus sombres ou plus claires, des composants peuvent se concentrer ou s'appauvrir, et surtout, ça rend l'interprétation encore plus diabolique. Tu n'observes pas la composition d'origine. Tu observes une composition qui a été filtrée, triée, remaniée par le Soleil. Mercure est une planète qui passe sa vie dans une machine à laver cosmique. Et si tu veux une image choc, imagine que tu essaies de comprendre l'enfance d'une personne à partir de ses cicatrices, mais que ces cicatrices sont régulièrement grattées, recousues, brûlées, puis recouvertes de poussière, puis grattées à nouveau. Ton témoignage se désintègre sous tes doigts. À ce stade de l'acte, la tension narrative doit monter, parce qu'on approche du point où une énigme devient presque une provocation. Les hollows, ces cavités brillantes, irrégulières, semblent liées à la perte de matériaux volatiles, et si c'est vrai, cela signifie que Mercure possède, ou possédait, des éléments capables de s'échapper sous l'effet du Soleil et du vide. Mais comment concilier ça avec l'idée d'une planète séparée des volatiles, née trop près du Soleil pour les conserver? Voici la torsion. Peut-être que Mercure n'est pas pauvre en volatiles, comme on le croyait. Peut-être que l'environnement proche du Soleil ne se comporte pas comme un simple four qui évapore tout. Peut-être que certains éléments se lient dans des minéraux stables, se cachent, survivent et ne se libèrent que plus tard, quand la surface est exposée par des impacts ou fracturée par la contraction. Autrement dit, les volatiles ne seraient pas absents, ils seraient emprisonnés. Et quand la roche se fissure, quand un impact met à nu une couche particulière, quand l'espace vient la mordre, ces éléments s'échappent et laissent des cavités. Les hollows seraient alors des cicatrices d'exhalation. La planète qui expire quelque chose qu'elle gardait sous sa croûte. Ce mot « expire » n'est pas innocent. Il donne un goût organique, il rend Mercure dérangeante. Ce n'est plus seulement un caillou. C'est un corps qui lâche ses gaz, qui perd de la substance, qui se creuse comme si elle avait une maladie de la peau. Et voilà le troisième twist de notre récit. L'ennemi n'est pas seulement le passé. L'ennemi, c'est le présent. Parce que certains processus peuvent être géologiquement récents à l'échelle de Mercure, certains terrains peuvent encore évoluer, certains reliefs peuvent être plus jeunes qu'on ne l'imagine. Alors on se demande, Mercure est-elle vraiment morte? Ou est-elle dans un état de survie minimal? Un état où le cœur continue de bouger assez pour garder un magnétisme, où la peau continue de se contracter, où la surface continue de perdre de la matière. Et comme si ce n'était pas suffisant, Mercure te donne un autre paradoxe, presque cruel. Les ombres polaires. On parlait de glace, mais la glace n'est pas une conclusion. La glace est un témoin. Si elle est là, alors des matériaux riches en eau ont pu atteindre Mercure. Cela implique un système de livraison, des comètes, des astéroïdes, des impacts. Et chaque impact sur Mercure fait deux choses. Il apporte et il détruit. Il dépose des volatiles dans des zones froides, mais il chauffe ailleurs, il vaporise, il brasse. La planète devient un tri sélectif. Ce qui tombe dans l'ombre survit, ce qui tombe au soleil disparaît. C'est une logique monstrueuse, mais élégante. Mercure est un broyeur avec un compartiment congélateur, et c'est là que le suspense augmente encore. Parce que si tu veux comprendre Mercure, tu dois comprendre cette interaction constante soleil-surface-espace. Tu dois comprendre comment les particules solaires sculptent les terrains, comment les impacts exposent des couches, comment la contraction crée des fractures, comment le magnétisme canalise l'énergie, comment l'exosphère recycle des atomes. C'est un système dynamique, pas une statue. Et maintenant, dans l'ombre de tout ça, il y a une question qui plane et qui fait presque mal. Qu'est-ce que Mercure nous cache encore? Parce qu'on ne l'a pas observé au bon moment? Parce que le Soleil n'est pas stable? Il a des cycles d'activité, des tempêtes, des éjections de matière, des périodes plus calmes. Et Mercure est la première ligne. Selon l'état du Soleil, la magnétosphère peut être écrasée, la surface peut être bombardée plus fort, l'exosphère peut gonfler ou se raréfier. Mercure pourrait changer de comportement selon l'humeur de l'étoile, ce qui signifie, même si tu cartographies Mercure parfaitement un jour, tu ne l'as peut-être pas comprise. Tu l'as seulement photographiée dans une posture. C'est là qu'on arrive au seuil de l'acte final.
Il faut une mission qui observe longtemps, qui traverse des saisons solaires, qui mesure la gravité, la chimie, le magnétisme, la surface, l'exosphère, tout à la fois, pour pouvoir relier les indices au lieu de les empiler. Et tu sens la montée dramatique. On n'est plus dans « Mercure est étrange ». On est dans « Mercure est un système qui bouge, qui résiste, qui efface, qui recycle ». La planète n'est pas un mystère statique. C'est un mystère en mouvement. Tu arrives maintenant à la dernière ligne droite. L'instant où toute l'histoire se resserre comme un nœud, où les pièces dispersées, noyaux géants, surface qui se ride, glace dans l'ombre, cavité qui mange la roche, champ magnétique écrasé par le vent solaire, cessent d'être des curiosités séparées et deviennent une seule machine. Une machine qui fabrique du mystère, parce que Mercure a une façon très particulière de te piéger. Elle te force à choisir entre des explications qui semblent vraies, mais qui ne peuvent pas toutes être vraies en même temps. Alors tu changes ton regard, tu cesses de chercher la réponse unique, tu cherches la mécanique globale, la logique d'ensemble. Et cette logique, quand tu la vois, est aussi fascinante que désagréable. On peut raconter l'acte final comme une histoire de 3 forces qui tirent sur Mercure en permanence. Comme 3 mains sur un corps trop petit, la première main, c'est le passé violent. Impact, collision, jeunesse chaotique. Une époque où les planètes se formaient comme des bagarres de pierres incandescentes. La deuxième main, c'est l'intérieur métallique. Un cœur anormalement grand, possiblement stratifié, avec des couches qui peuvent rester liquides, se séparer, convecter, geler par étapes. Un cœur qui dicte la personnalité. La troisième main, c'est le Soleil. Radiation, particules, cycles, tempêtes. Une pression constante qui n'est pas météo, mais chimie et physique au niveau atomique. Mercure est l'intersection de ces 3 mains. Et au point d'intersection, il y a un phénomène central. La planète n'a jamais eu la paix. Même au repos, Mercure ne se repose pas. Elle se contracte, elle se fracture, elle se fait bombarder, elle perd des atomes. Elle recycle, elle se fait écraser magnifiquement par le vent solaire. Et dans certains cratères, elle garde de la glace comme un crime caché sous un tapis. Alors, oui, on pourrait penser que l'énigme est simplement « quelle est son origine ?» Mais l'énigme réelle est plus toxique, plus gênante. Comment distinguer ce qui vient de la naissance de ce qui vient de la torture continue? Parce que si tu te trompes, tu fais exactement ce que Mercure attend. Tu attribues à l'origine ce qui est dû à l'érosion spatiale, ou tu attribues à l'érosion ce qui est dû à la formation, et elle garde son secret. Voilà pourquoi, même avec des cartes, même avec des spectres, même avec des mesures gravitationnelles, Mercure reste une énigme. Ce n'est pas un puzzle avec des pièces propres. C'est un puzzle dont les pièces se déforment pendant que tu les assembles. À ce stade, on attaque le dernier grand suspense, l'identité exacte du noyau et du champ magnétique. Le champ magnétique de Mercure est faible mais réel. Or, un champ magnétique global, stable, suggère une dynamo. Des mouvements de fluide conducteurs dans le noyau. Mais Mercure est petite, et une petite planète est censée perdre sa chaleur plus vite. Donc soit Mercure a une source de maintien inattendue, soit la dynamo fonctionne d'une façon différente, soit le champ magnétique est une relique, ou un phénomène partiellement induit, et Mercure adore cette ambiguïté. Elle te donne juste assez de signal pour te faire croire que tu touches la vérité, puis elle garde l'épaisseur des détails hors de portée. Imagine que tu entendes un cœur battre derrière un mur, mais que tu ne sais pas si c'est un cœur vivant, un mécanisme ou une illusion, sonore causée par la plomberie. C'est exactement ça. Un battement, mais aucune certitude sur la nature du battement. Et c'est ici que les scientifiques se mettent à jouer le jeu le plus cruel. Déduire l'intérieur d'une planète à partir de minuscules indices externes, les variations du champ magnétique, les perturbations de trajectoire de la sonde dues aux variations de gravité, la façon dont la planète réagit aux forces de marée du Soleil, la manière dont son orientation change très légèrement avec le temps. Chaque micro-variation devient une lettre dans un message. Sauf que Mercure a une écriture tremblante, parce qu'au moment où tu mesures, le Soleil peut changer le contexte. Le vent solaire peut comprimer la magnétosphère et te donner une signature différente. L'exosphère peut varier. Une tempête solaire peut gonfler l'activité et transformer la lecture, donc le cœur et le Soleil se mélangent dans les données. 2 voix superposées sur la même bande audio. Et là,
Mercure te fait un quatrième twist, celui qui fait grimacer. Le Soleil n'est pas seulement un obstacle, il est un outil. Parce que cette interaction violente, ces compressions, ces chocs sur la magnétosphère, peuvent être utilisés comme une forme de test, comme si la planète passait des examens sous contrainte. En observant comment la magnétosphère réagit aux conditions solaires, on peut déduire des propriétés internes et externes. La conductivité, la structure du champ, les régions où des particules pénètrent plus facilement, la façon dont la surface libère des atomes. Le Soleil, en frappant Mercure, joue le rôle d'un marteau qui révèle les fissures. C'est fascinant. Et c'est un peu dégoûtant, parce que ça signifie qu'on comprend Mercure en la regardant se faire maltraiter. On apprend en observant une planète se faire frapper. Puis le récit bascule sur une autre énigme, plus intime. Pourquoi Mercure a-t-elle l'air d'avoir gardé des éléments volatiles malgré tout? Ici, l'acte final devient presque une histoire de cache-cache chimique. Tu as d'un côté l'idée, proche du Soleil, que la volatile disparue, et de l'autre, tu as les signes qu'une partie de ces volatiles existe ou a existé, au point de participer à des éruptions explosives, et à la formation des cavités hollows. Alors la question n'est plus « y en a-t-il ?» mais « où étaient-ils ? Comment ont-ils survécu ?» Et la réponse la plus inquiétante, c'est que Mercure pourrait être une planète où les volatiles survivent, non pas parce qu'ils sont nombreux, mais parce qu'ils sont cachés au mauvais endroit. Pas à la surface, mais dans la roche, piégés, minéralisés, protégés, jusqu'au moment où un impact ou une fracture les expose au vide. Et quand ils sont exposés, ils s'en vont, ils partent, ils laissent des trous. Mercure devient une planète qui trahit son contenu interne seulement quand on lui arrache la peau. Et tu peux sentir à quel point cette image colle avec le hook du début. Une planète dont la peau cuit et cloque sous une lumière, trop proche, et qui, par endroits, se creuse comme si elle se vidait. C'est le même thème. Une planète qui souffre, mais de façon silencieuse, mécanique, inhumaine. Maintenant, la question de la glace polaire revient comme le dernier symbole, parce qu'elle est le contraste parfait. Feu et glace. Côte à côte, sans transition douce, ces poches froides sont importantes non seulement parce qu'elles sont surprenantes, mais parce qu'elles sont comme une banque de mémoire. Elles peuvent conserver des matériaux déposés par des impacts au fil du temps. Elles peuvent être une archive de ce qui a frappé Mercure, une archive de la livraison d'eau et d'autres composés. Un musée en cryogénie. Et ça ouvre une idée vertigineuse. Mercure pourrait enregistrer certains épisodes de l'histoire du système solaire mieux que d'autres. Planète. Précisément parce qu'elle n'a pas d'atmosphère épaisse, ni de tectonique active comme la Terre pour tout recycler en profondeur. Sur certains points, Mercure efface. Sur d'autres, elle conserve. Elle est à la fois broyeur et coffre-fort. Et c'est là que tu arrives au point culminant narratif. Mercure n'est pas une énigme malgré la science moderne. Mercure est une énigme à cause du niveau de précision que la science moderne exige. Autrefois, on pouvait se contenter de dire « c'est une petite planète dense près du Soleil, intéressante ». Aujourd'hui, on veut savoir quel pourcentage exact de noyaux, quelle composition, quelle structure en couche, quelle histoire thermique, quel calendrier du volcanisme, quels mécanismes exacts de formation des hollows, quelle quantité de glace et sous quelle forme. Quelle dynamique de l'exosphère selon le cycle solaire? Quelle part du champ est interne? Quelle part est influencée par l'environnement? On ne veut plus une légende. On veut une autopsie vivante, et Mercure refuse l'autopsie parce qu'elle est encore en train de changer pendant que tu l'examines. Tu vois pourquoi cette planète est si irritante et si fascinante? Parce qu'elle ressemble à un objet simple, et elle se comporte comme un système complexe. Et maintenant, le dernier twist, celui qui donne au spectateur l'envie de rester jusqu'à la dernière seconde, c'est de retourner la question. On demande « Pourquoi Mercure est-elle encore une énigme ?» Mais la question plus tranchante serait « Et si Mercure était conçue pour être une énigme, au sens où elle est l'exemple parfait d'un type de monde que l'on comprend mal? Mercure est une planète de bord. Bord du Soleil. Bord des modèles classiques. Bord des conditions de formation. Bord des phénomènes de surface. Bord de notre intuition. Et c'est précisément pour ça qu'elle est cruciale. Parce que le jour où on la comprend vraiment, on ne comprend pas seulement Mercure, on comprend mieux comment une étoile sculpte les mondes. On comprend mieux comment la matière se répartit à l'intérieur des planètes, on comprend mieux comment des surfaces évoluent sans atmosphère, sous radiation intense,
On comprend mieux comment un champ magnétique peut survivre dans un petit corps. Mercure, c'est un test. Et c'est un test humiliant, parce que son apparence te murmure « je suis simple », alors que sa réalité te crie « je suis un piège ». Je veux finir sur une image qui referme la boucle et laisse une sensation persistante. Imagine-toi debout, pas littéralement mais en esprit, sur Mercure, au bord d'un escarpement. Devant toi, une falaise longue comme un pays, formée parce que la planète s'est ratatinée. Au-dessus, le soleil occupe le ciel comme un projecteur trop proche, une lumière blanche qui ne pardonne rien. Le sol autour de toi est une cendre de roche pulvérisée par des milliards d'années d'impact et de chocs thermiques. Et si tu marches vers le pôle, tu peux trouver, au fond d'un cratère qui ne verra jamais le jour, un endroit où la glace survit. Une glace qui ne brille pas au soleil, parce qu'elle ne le connaîtra jamais. Feu au-dessus, glace dans l'ombre, métal au cœur, peau qui se fissure, atomes qui s'échappent, magnétisme qui résiste. Mercure n'est pas mystérieuse, parce qu'elle est loin. Elle est mystérieuse, parce qu'elle est trop près du soleil, trop près des limites, trop près de la vérité brute, et c'est pour ça qu'elle restera, encore longtemps, la planète qui fait grimacer les scientifiques. Non pas de peur, mais de frustration et de fascination. Parce qu'à chaque réponse, elle te donne une nouvelle question. Et chaque nouvelle question te rappelle que, dans l'espace, il existe des endroits où la science doit se battre non seulement contre l'inconnu, mais contre la lumière elle-même.